Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la photographie et au langage visuel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de Sebastião Salgado. Ce photographe brésilien est connu par ses images documentaires qui avaient un impact fort sur les connaisseurs de la photographie et aussi sur les gens qui sont loin de l'art. La plupart des critiques d'art et des rédacteurs des éditions caractérisent les œuvres de Salgado comme un exemple remarquable de l'anthropologie artistique et de la photographie sociale. En effet, ces photos montrent très souvent l'homme dans un état de désastre, de travail dur ou d'une catastrophe. Et cependant, aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur une autre vision de ces œuvres. Si vous voulez, sur la face non évidente, mais qui découvre pour nous un entendement plus profond du monde. En réalité, les sujets sociaux de ces projets est un aspect extérieur qu'on aperçoit d'abord. Il n'est qu'une forme, derrière laquelle se trouve un autre contenu. Cette face non évidente, c'est une vision mythologique qui remplit les images de Salgado. Et le développement de cette vision a permis à Salgado d'exprimer un paradigme mythologique au niveau du langage visuel. Qu'est-ce que c'est une vision mythologique ? Tout d'abord, il est nécessaire d'expliquer. Parmi le sens concret d'une histoire de la mythologie ancienne, un mythe peut signifier dans notre époque deux choses différentes. Premièrement, on peut entendre le mythe comme un paradigme de la perception. Et un tel paradigme était caractéristique pour la société et la conscience antique. Deuxième entendement, c'est une représentation collective. Au premier cas, un mythe, c'est une vision spécifique du monde et de l'ordre universel. Au deuxième cas, ce sont des représentations collectives plus ou moins fictives ou conventionnelles. Ce dernier aspect était profondément analysé par Roland Barthes et aujourd'hui je vais utiliser cette notion dans son premier sens, c'est-à-dire comme le paradigme de la perception. Comment se diffère la vision mythologique de celle qui est habituelle pour nous, les gens contemporains ? Évidemment qu'une époque où l'homme vivait à l'intérieur d'un mythe est passée. Le paradigme mythologique était un prolongement d'un animisme. La vision mythologique, autant qu'on peut la reconstruire, se distingue par trois aspects. Le premier, ce paradigme voit l'être et le monde extérieur comme le vivant. Il n'existe pas de matière inerte à l'intérieur de la vision mythologique. Même les pierres, les rivières, les mers, le ciel et notre planète sont vivants. L'animisme primitif donnait à toute chose et au phénomène l'âme personnelle. La vision mythologique conserve ce rapport à l'être comme au vivant, mais élargit la structure du monde, où les phénomènes prennent une hiérarchie et le caractère d'un avatar, c'est-à-dire d'une manifestation, d'une incarnation temporelle des forces immatérielles. Dans ce cas, que signifie-t-il le vivant ? Cet entendement se diffère radicalement de l'approche scientifique de notre époque. La conscience contemporaine, existant dans un autre paradigme, veut entendre sous le vivant surtout quelque chose qui fait preuve de volonté personnelle. De ce point de vue, par exemple, les végétaux ne nous semblent pas entièrement les vivants. Selon l'approche scientifique, les végétaux sont vivants.
Mais notre perception quotidienne en se distingue parce que les végétaux, à notre avis, ne possèdent pas de volonté personnelle. En regardant cette notion le vivant plus largement, on peut arriver à la conclusion que le vivant se caractérise par une faculté de l'évolution. Autrement dit, c'est tout ce qui se développe. En ce cas, même les montagnes et les pierres sont inclus dans ce processus. Notre planète, la Terre, passe les étapes d'évolution. Les continents changent leur forme. Les traits des montagnes se changent. Et ce n'est pas un mouvement aléatoire des particules. Tel entendement ne convient pas pleinement au paradigme scientifique selon lequel le vivant doit posséder une faculté de l'autoreproduction. Cependant, l'origine de cette différence ne se trouve pas dans le domaine d'une théorie scientifique. Le problème est dans la pensée rationnelle, qui divise tous les phénomènes. Je vais illustrer ça par un exemple suivant. Imaginez un terrain où il y a un champ, une rivière, un lieu que vous aimez, que vous estimez beaucoup. Le soir, après une journée chaude, vous allez vous baigner. Vous entrez dans la rivière, vous plongez dans l'eau. Elle vous donne la fraîcheur désirée. Vous entendez un poisson bondir hors de l'eau, le chant des oiseaux, la stridulation des sauterelles. Tout est éclairé par le soleil doux du couchant. Le vent porte l'arôme des herbes. C'est-à-dire, vous vous trouvez en dedans d'un écosystème. Puisque vous n'êtes pas simple observateur, mais vous agissez et vous existez en dedans, vous en faites partie. Mais imaginez qu'après votre baignade, en quittant le rivage, vous remplissez une bouteille d'eau de rivière. Juste tout à l'heure, vous étiez dans cette eau. Vous nagiez là. Vous ressentiez son attouchement, son odeur, et maintenant elle se trouve dans une bouteille. Vous apportez cette bouteille chez vous, la placez sur la table. Où est-il maintenant cet écosystème dont vous avez fait partie il n'y a pas longtemps? C'est l'eau dans la bouteille qui est cet écosystème. Non, c'est simplement l'eau dans la bouteille. Maintenant, il y a vous-même et il y a un certain objet de votre attention, l'eau dans la bouteille. Mais pourquoi cela s'est changé? Lorsque vous vous sentiez comme une partie de cet écosystème, la rivière, vous n'étiez pas avec elle en relation sujet-objet. Au moins, telle perception était affaiblie. Mais en ce moment, lorsque l'eau de rivière est dans la bouteille sur votre table, elle n'est plus une rivière. Vous avez emporté de cet écosystème une partie et la partie a cessé d'être le tout. Peut-être vous avez fait cela pour prendre avec vous quelques souvenirs de ce lieu, de vos émotions. Mais tout ce que vous avez fait, vous avez pris une certaine quantité de la substance. C'est l'écosystème en plénitude qui est le vivant. Et lorsqu'on le sépare un objet, il devient pour nous une matière inerte. La conscience moderne voit le monde au moyen de la pensée rationnelle, dont la base consiste à une possibilité de mesurer tous les phénomènes. Ratio, en latin, c'est un rapport numérique. Deuxième aspect du paradigme mythologique, c'est notre liaison avec la réalité. Lorsque tous les phénomènes sont perçus comme le vivant, cela engendre notre place en dedans d'un grand écosystème appelé le monde. Grâce à notre faculté de la conscience, on devient telle partie de ce système qui prend une fonction d'un intermédiaire. Autrement dit, celui qui est capable de découvrir et de passer à travers soi-même toutes les connexions du système. Métaphoriquement et par le langage poétique, ça peut être exprimé par une histoire d'Adam
qui, dans le jardin d'Éden, donnait les noms aux animaux. Enfin, le troisième aspect du paradigme mythologique consiste à une idée de Genesis. L'univers et l'être ont une genèse. Dans le modèle de conscience mythologique, c'est la création ou la naissance du monde. Évidemment, la genèse est aussi une question principale dans les sciences naturelles. Mais là, elle ne trouve pas une décision. La physique contemporaine admet comme la réalité seulement le matériel. Puisque l'approche scientifique nie le domaine de la métaphysique ou le spirituel, donc une genèse de l'univers se trouve dans la matière. Dans ce cas, cette question n'arrive pas à une décision, car la matière se crée par elle-même. Donc voilà comment se distingue le paradigme mythologique et celui de notre époque. Mais pourquoi j'attribue cette vision aux œuvres de Salgado ? Parce que, fond de son art, se trouve une vision qui voit le monde comme le vivant. De plus, au niveau du langage visuel, tel regard révèle et nous montre les liaisons qui remplissent l'espace des situations et des événements pris par l'auteur. Voilà les photos qui sont une partie d'un grand projet réalisé par Salgado en 1986. C'est une histoire de la mine d'or brésilienne Serra Pelada. Ici, le photographe ne cherche pas à montrer les relations entre les gens. Bien que dans un pareil endroit où travaillent 50 000 personnes en même temps, les relations soient très visibles, de l'amitié jusqu'à l'hostilité et la haine. Au lieu de cela, l'auteur se concentre sur une autre tâche. Montrer ces événements comme une fresque au sujet de l'existence de l'homme, où le mythe de Sisyphe commence à jouer un rôle principal. Ce mythe antique décrit une histoire du roi Sisyphe qui, comme punition, après avoir triché les dieux, était éternellement condamné à rouler un énorme rocher sur une montagne. Dans ce moment, quand Sisyphe l'avait traîné jusqu'au sommet, le rocher tombait inévitablement. Ces gens qui se déplacent en permanence dans la mine ne sont pas des esclaves. Ce n'est pas le travail de prisonniers. Chacun d'eux est arrivé librement pour tenter sa chance à s'enrichir. Et cependant, tous ces gens sont asservis par le désir de l'or. Voici une des photos centrales. En quelque sorte, une quintessence du projet. Un homme, son sac aux épaules rempli de terre, sort de la fosse par un escalier en bois. Tout le presse, son sac, l'espace bouché sans ciel, une zone sombre de la pente opposée. Même ce fait que l'homme se dirige de droite à gauche lui donne plus de difficulté. Il est presque figé. Quelque chose, peut-être l'espace même de la mine, lourd et collant, l'arrête dans son mouvement et il reste dans un pas inachevé, balançant au bord d'un escarpement. Et seulement la main d'un inconnu, comme un espoir, apparaît au bord du cadre. Elle semble étrange, même impossible. D'une couleur grise de terre, elle vient de nulle part. Mais elle existe. Est-ce que cela n'est pas un mythe antique, vu par l'auteur à notre époque industrielle ? Dans cette vie, chacun est dans la position de Sisyphe. Indépendamment de notre métier, nous sommes tous dans notre propre mine. Après avoir élevé notre rocher au sommet, nous le regardons avec confusion tomber en bas. Je vais citer Salgado lui-même. Lorsque je me suis approché du bord d'une énorme fosse, tous mes chevaux se sont dressés. Je n'ai jamais vu rien de pareil. Devant moi, dans quelques fractions de seconde, s'est déroulée toute l'histoire de la civilisation. La construction des pyramides,
le tour Babel, la mine du roi Salomon. On n'entendait aucun mécanisme. J'entendais seulement des voix sourdes de 50 000 d'hommes se trouvant dans cette fosse. Des conversations, des exclamations, un grommellement mêlé avec des bruits d'un travail dur. C'était comme je me suis déplacé au début des temps. Il m'est semblé d'entendre l'heure chuchotant dans l'âme de ces hommes. Fin de citation. La généralisation est un aspect caractéristique des photos de Salgado. Parfois, il est évident et remplit tout espace de la photo, parfois subtil et demande notre attention. Cette généralisation fait sortir des situations photographiées hors du concret d'habitude dans un espace de la métaphore. Voilà cette photo d'un autre grand projet du Salgado, Les Autres Amériques, qui représente une femme âgée avec 2 enfants. Ils se sont arrêtés au seuil d'un portillon insolite. C'est une entrée dans un espace particulier, qui semble à ne pas appartenir à ce monde. Il se termine ici. Qui sont-ils, cette femme et 2 enfants? Pourquoi se sont-ils arrêtés à cette frontière fragile? Ils semblent venir à quelqu'un qui reste en dehors du cadre, peut-être pour lui rappeler quelque chose qu'il a oublié. Ils sont eux-mêmes ce rappel, leur corps figé contre le ciel crépusculaire. Dans leurs yeux, il y a une question adressée à cet inconnu, mais peut-être à nous. Alors la photo commence à nous raconter quelque chose qui surmonte des objets visibles, commence à parler de quelque chose caché, de quelque chose qu'il nous faut comprendre comme une métaphore. On cesse à observer des choses habituelles, une pente en herbe, une clôture faite des matériaux improvisés, une femme et 2 enfants. On commence à deviner un sens. La généralisation dans cette photo est liée surtout avec ce portillon étrange. Sans palissade, il prend un sens nouveau et énigmatique. Mais pas seulement cela. Aussi l'instant exact et l'espace vide du cadre, tout ça donne l'impression d'une frontière entre les mondes et entre les temps. Une autre caractéristique importante des œuvres de Salgado se révèle par le changement dans le sens des événements qui se déroulent devant nous. Alors, au moment d'une prise de vue, des actions des gens changent leur sens habituel. Une action exécutée avait peut-être un but simple et banal, mais vue comme en lien avec l'espace extérieur, cette action change son sens. Sur cette photo du même projet Les Autres Amériques, on voit un homme ivre qui semble dans un état presque inconscient. Ses yeux sont brumeux, mais il voit encore quelque chose. Il est enveloppé dans les peaux de lama et photographié en gros plan. Derrière lui, plus haut, des enfants sont debout. Dans un moment, tout est basculé. On a l'impression que cet homme, il se trouve sous la terre. Comme si la ligne des peaux noires, c'est une tranchée archéologique qui dévoile quelque chose de secret. Cet homme, il est déjà mort. Quoi qu'il existe, il est séparé du monde des vivants. Il est dans un autre espace. Et de haut, du monde des vivants, les enfants le regardent. Ses propres enfants. 4 adolescents le regardent avec peur et avec ironie. Il s'appuie sur ce royaume de mort. Il n'est pas le temps à aller vers lui. Maintenant, ils sont de l'autre côté. Mais ce royaume est déjà ici. Ils sont reliés par un cordon ombilical invisible et fiable. Dans les photos de Salgado sont présentés souvent ces 2 aspects.
Il crée la plénitude du tableau, change notre propre regard sur les choses habituelles. Cette vision pose devant nous une question. Pourquoi avons-nous besoin de telle vision? Qu'est-ce qu'il nous donne? Je ne veux pas dire la vision du photographe, mais la vision mythologique. Par ce paradigme mythologique, on se heurte à quelque chose fortement oublié au cours de l'évolution de notre civilisation. Et en même temps, quelque chose qui reste au niveau caché de notre conscience. En jetant le regard sur ces changements que subissait notre vision du monde pendant quelques millénaires, on peut voir trois tendances principales. Au XXe siècle, analysant un état de la société occidentale, René Guénon a noté ces trois aspects. Le premier consiste à une matérialisation croissante. Pour la conscience antique, le monde était rempli de liens nombreux entre des phénomènes. Rien n'existait comme une chose isolée. Et en fait, cela exprimait le caractère spirituel de ce paradigme. La conscience moderne, comme le prolongement du regard scientifique, croit seulement en faits matériels. Il ne s'agit pas laquelle vision est meilleure ou plus correcte, mais il s'agit de comprendre notre situation réelle et ses conséquences. Cette tendance de matérialisation, c'est-à-dire la vision du monde comme des objets extérieurs, on peut l'entendre comme une dissociation progressive. Dans un certain point de départ, l'homme se percevait dans l'unité avec la nature, puisque à cette époque, toutes les choses avaient un caractère naturel. Les choses n'étaient pas séparées. La culture ne s'opposait pas à la nature. Ce sera arrivé plus tard. La perception de la nature comme une forme de la conscience provenait non pas de la peur devant les forces inconnaissables de la nature, mais d'une vision du monde comme une totalité, comme le tout. Dans ce paradigme, un arbre solitaire sur une colline, près d'un logis, n'était pas en séparation, mais était lié avec le territoire et la tribu. Dans cette vision du monde, la conscience existe dans une sorte de l'innocence. Elle est sûre que tous les phénomènes dans l'écosystème sont unis. Rien ne peut pas être caché et tout a les conséquences. Cependant, ensuite se passe la séparation de la conscience. Elle commence à s'opposer au monde. Il arrive un changement radical. L'homme ne se ressent plus qu'il est lié avec la nature. Il se souvient de cela, mais pour lui, ce n'est pas une réalité. Dans ce moment apparaissent les doctrines différentes conçues pour compenser la perte d'unité. Maintenant, l'homme ne se trouve pas dans une vraie liaison avec la nature et le Dieu, mais il commence à croire en cela. Il commence à utiliser une construction mentale. La perception se localise et s'est réduite jusqu'au corps. À l'époque industrielle, même cette construction mentale représente seulement un rite, derrière lequel il n'y a plus de réalité intérieure. Et ensuite, le rite perd son sens et se transforme en code culturel. Deuxième tendance de notre époque, c'est la croissance de la rationalité. Elle découle de la première. Après avoir perdu la perception du monde comme la totalité, la conscience se concentre sur des objets séparés, extérieurs comme aussi intérieurs. La rationalité est une faculté de l'esprit de diviser. Comme j'ai évoqué au début, ratio en latin signifie un rapport numérique. Un esprit rationnel tout mesure, et pour mesurer, il doit séparer, isoler des objets et les mettre hors du vivant.
On peut dire, quel est le problème de mesurer le monde? Il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, car elles ne se trouvent pas dans le domaine de quantité. Notre sentiment, on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas mesurer la joie, l'amour, on ne peut pas mesurer une idée, on ne peut pas mesurer le Dieu. Mais à vrai dire, le rationnel n'est pas une seule possibilité. Il y a une connaissance intuitive. Telle connaissance vient du fait qu'on sait quelque chose au-delà de la logique, et sans le mesurer. Autrement dit, on sait par notre présence dans l'intégrité, dans la totalité. Voilà ce que c'est l'intuition. Mais plus l'homme évolue dans la science et la technologie, moins il apprécie l'intuition. Que reste-t-il à l'homme moderne? Son propre corps. Si le progrès scientifique et technologique me convainc que la nature n'est autre chose que la matière, que le couchant que j'observe n'est que des photons transperçant des couches atmosphériques, si moi-même je ne suis qu'un corps, donc il ne me reste que le plaisir. Telle est la troisième tendance de la conscience moderne, l'individualisme, c'est-à-dire la solitude existentielle. Mais revenons aux œuvres de Salgado. L'un des projets les plus importants et qui est devenu un tournant pour lui s'appelle Exodus. Ce mot latin signifie l'exode et nous renvoie à une des parties de la Bible. Salgado travaillait sur ce projet pendant 6 ans, en Afrique, en Europe, en Orient. Ces photos sont pleines de l'amertume, de la souffrance, de l'horreur. Mais aussi c'est une métaphore d'un état de l'homme moderne et du paradigme de notre civilisation. Le résultat inévitable de ces 3 tendances dont je viens de parler, la matérialisation, la rationalité et l'individualisme. On ne peut pas regarder ces photos sans douleur. Mais ce n'est pas leur caractéristique complète. Paradoxalement, en montrant les désastres du génocide ou de la pauvreté, ces photos sont remplies de beauté. On a beaucoup critiqué Salgado à cause de cela. On lui reprochait l'esthétisation et le formalisme. Il répondait à ces attaques. Est-ce que dans ces pays où les gens sont en pauvreté, la lumière est moins beau? Sont-ils moins dignes? Ces mots expriment une idée importante. Le but de ces projets n'était pas à montrer la souffrance, mais à nous provoquer la compassion, et par cela un entendement de notre destination, si vous voulez, la raison d'être. Le travail sur ce projet a marqué un tournant dans la vie de Salgado. Il a cessé de photographier. Il a refusé de continuer l'œuvre de sa vie. Il s'est retiré de sa vocation d'artiste qui exprime ce monde. Voilà comment il a dit ça. Nous sommes des animaux sans pitié, nous, les hommes. Notre histoire, c'est une histoire de guerre. C'est une histoire sans fond. Une histoire de répression, une histoire de la folie. J'en suis revenu sans reste de la foi dans le salut de l'humanité. On ne mérite pas de vivre. Personne ne mérite de vivre. Fin de citation. Ces mots parlent d'une désespérance de l'artiste devant l'insensibilité et la déshumanisation. Peut-être cela nous fera réfléchir. Qu'est-ce que nous avons perdu en laissant la vision mythologique du monde comme la totalité? Et qu'est-ce que nous avons acquis en recevant l'électricité, l'Internet et maîtrisant l'énergie nucléaire? Je ne dis pas contre le progrès scientifique. Ce serait bête. Je veux dire qu'ayant telle faculté remarquable de la conscience, nous allons vers l'autodestruction. Cependant, l'histoire de Sebastião Salgado n'a pas fini.
il est revenu à son art. Ce sont les arbres qui l'ont guéri. Après être arrivé au Brésil à la ferme de son père, il a trouvé un sol desséché et la forêt atlantique qui était là-bas à l'époque de son enfance complètement abattue. Et alors, il a commencé à replanter la forêt. Pendant 20 ans, en créant une fondation intitulée Institut de Terre, qui a attiré de gros investissements, il a planté dans la vallée de la rivière 2,5 millions d'arbres. Le terrain s'est transformé. Les oiseaux sont revenus dans les forêts. 1000 types d'animaux. Il est arrivé une renaissance. Mais Salgado n'est pas revenu à cette photographie sociale qui l'a rendu célèbre. Il a commencé à photographier un nouvel projet qui montre l'homme dans son état initial, non corrompu par la civilisation. Ce projet s'intitule Genesis, et cela signifie l'origine. À la conclusion, je voudrais ajouter évidemment qu'à notre époque, la vision mythologique dont j'ai parlé ne comporte pas le retour au paradigme antique. Il ne s'agit pas d'expliquer le monde par des forces surnaturelles, mais d'une possibilité de percevoir ce monde comme l'intégrité et le vivant. Notre vision du monde et de nous-mêmes est dans un point critique. Selon les mots de René Guénon, nous sommes dans la crise de modernité. La crise en grec signifie un point décisif, un point critique, c'est-à-dire la situation d'une catastrophe. Et comme toute crise, notre temps porte 2 possibilités. L'une, c'est une chute de notre civilisation. L'autre, l'intégrité avec la nature. Au cours des époques précédentes, les facultés de notre esprit, malgré un énorme progrès de la technologie, n'ont pas réussi à nous donner le sens de notre existence. Parce que ce sens s'ouvre seulement dans le monde comme le vivant, en sa totalité. Le monde extérieur n'est pas une matière morte. Il ne faut pas le conquérir ou le dominer, parce que nous faisons partie de ce monde, et sans lui, nous n'existons pas. Je vous remercie.